dans un toujours ici. Alors là, vous voyez Authority Section. Alors, in SOA. SOA, c'est quoi? Ça veut dire que cette machine-là est autorité dans sa zone. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui on crée un sous-domaine, par exemple, UCAD peut avoir faculté des sciences. D'accord? Et là, vous créez un domaine du nom de facsciences.ucad.sn. Faculté des lettres. Là aussi, faculté veulent avoir le propre site internet. Ils mettent donc faculté.ucad.sn. Ouais. Donc, le fait alors de mettre donc de mettre au début un nom, ensuite le domaine UCAD, etc. veut dire que ce domaine-là est hébergé par UCAD. Donc c'est dans le serveur de l'UCAD qu'on trouve le domaine de fac sciences, fac lettres, etc. Vous voyez bien. Alors, donc le SOA veut dire quoi? Veut dire que UCAD, vous voyez, c'est on a commencé par ucad.sn. Alors, ucad.sn, donc c'est lui donc qui a l'autorité dans la zone. C'est lui donc qui a la possibilité d'héberger n'importe quel autre domaine. Et là, quand vous voyez admin.ucad.sn. Admin veut dire quoi? Ici, dans le DNS, ce point-là est remplacé par arrobase. Veut dire que l'adresse email de l'administrateur qui gère le domaine ucad.sn, c'est admin@ucad.sn. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez écrire directement à l'administrateur, vous pouvez directement le faire dans admin@ucad.sn. Pourquoi? Parce que le domaine, on sait que le domaine c'est ucad.sn, comme le domaine c'est gmail.com. Donc si on met admin@gmail.com, etc. Alors maintenant, ça c'est les autres valeurs là. Bon, je ne l'ai pas dans ma tête, mais c'est des valeurs date d'expiration du domaine, etc. qui se trouvent ici, je crois. Ouais, le SOA là, State of Authority. Donc c'est lui qui a l'autorité. Je crois qu'il y a une partie où c'est bien détaillé. Voilà. Donc les enregistrements du SOA, c'est le premier du code, c'est-à-dire le premier enregistrement d'un fichier dans une zone. Il donne donc les caractéristiques techniques générales. Voilà. Voilà les valeurs que vous voyez. Serial, refresh, retry, exploit, TTL. TTL, c'est la durée de vie. Serial, c'est le nombre de fois qu'on répète. Donc, c'est ça. Refresh quand ça va être mis à jour, c'est en seconde, je crois. Donc, ce sont ces 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, les 5 valeurs là, c'est ici. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, maintenant, quand on a nous envoyé la requête DIC, juste aujourd'hui là, DIC UCAD-SN, combien de temps ça a fait pour donner le résultat? 181 millisecondes. Après, il nous dit quoi? Dans quel serveur est hébergé maintenant UCAD? UCAD-SN est hébergé dans quel serveur? Dans le serveur qui a été adressé 888. Et on sait que 888, c'est Google, hein? Voilà. Maintenant, on peut faire, je ne sais pas si ça marche, NSLOOKUP. NSLOOKUP, je mets UCAD.sn. Voilà, NSLOOKUP.sn. Bon, là, il ne nous donne pas les informations. Il ne nous donne pas ça. Non, en soi, pas de réponse. Ouais, donc, peut-être c'est bloqué. C'est pour ça que c'est sécurisé. C'est pour ça qu'on n'a pas accès donc, à toutes les informations, des adresses donc, du serveur de l'UCAD exactement. Oui, quelqu'un devait là. Oui, professeur, excusez-moi. C'est pour savoir, est-ce que pour accéder à ces informations, vous ne devez pas être administrateur? Bien sûr, il faut être administrateur, mais ça veut dire que non, pour avoir accès au contenu, oui, il faut être administrateur, bien sûr. Mais nous ne sommes pas des administrateurs. Nous, on n'a pas accès au contenu, c'est-à-dire on n'a pas accès à ce fichier-là qu'on voit ici. Je ne sais pas si... Ok. Parce que la machine vous dit l'autorisation non accordée. Plus clair, ici, tu parles de là, quoi. Hein? Voilà, oui. Oui, non. Ça, tu n'es pas besoin d'administrateur. Normalement, ça va vous accéder, je sais pas. NSLOOKUP, par exemple, je sais pas moi.
UGB.sn. Tu vois, par exemple, UGB, tu vois, il nous a montré ça. Vous voyez? Oui. UGB, on voit que UGB.sn, d'accord, mais on a l'adresse IP associée à UGB qui est le 196.1.99.10. Oui. Maintenant, si je fais ls Google 196.1.99.10 par exemple. Là, normalement, il doit reconnaître UGB. Donc là, c'est je voulais voir en fait la résolution indirecte avec le in-ADR alpha. Ouais, c'est comme ça qu'il doit voir ça. Mais il ne nous a pas fait ça. Alors, je vois si je fais ping UGB.sn, qu'est-ce que ça me donne? L'adresse, on voit l'adresse. Vous voyez bien, l'adresse qu'il nous a donnée, c'est la même adresse, 196.1.99.10. C'est ce que nous avons ici tout de suite, 196.1.99.10. Donc effectivement, il a bien vu donc l'adresse IP associée au domaine UGB SN. Il a bien vu ça. Vous voyez? Voilà, on va parler un peu la couche transport. Bon, j'espère que vous notez le nombre de séances qu'on vient de faire. Alors, donc voilà, donc dans la couche transport, c'est la deuxième des couches. Si on clique du haut vers le bas, bien sûr. Sinon, si on clique du bas vers le haut, c'est la couche numéro 3 du modèle TCP/IP. Alors, cette couche donc a deux protocoles qu'on va étudier, le protocole UDP et aussi le protocole TCP, qui sont les deux protocoles. Il y a un troisième protocole, bien sûr, CTP, mais qui est un protocole qui n'est pas très bien utilisé. Donc, c'est les protocoles donc, UDP et TCP sont les bons. On avait même parlé de ça, on avait parlé de l'introduction du premier chapitre. Le protocole UDP et aussi le protocole TCP. Alors, on va parler un peu de généralité. Donc la couche transport. Bon, il y a les modes de fonctionnement pointés, non pointés. Alors, quelles sont donc les fonctions de la couche transport? Alors, cette couche donc a plusieurs fonctions. Parmi ces fonctions, vous avez ce qu'on appelle l'adressage des différents logiciels qui partagent la même couche. Ça veut dire quoi? C'est l'adressage des numéros de port attribués aux différentes applications. Donc, chaque application, effectivement, doit venir avec son numéro de port. C'est pour cette raison que cette couche a des fonctions de multiplexage et aussi de démultiplexage.
Alors, qu'est-ce que c'est que le multiplexage? Qui peut me dire c'est quoi le multiplexage? Qui peut nous rappeler c'est quoi le multiplexage? Oui, allez-y. Oui, moi je dirais que le multiplexage, c'est un système qui permet par exemple à plusieurs adresses, à l'entrée de plusieurs adresses, mais ça serait une seule adresse qui sera sélectionnée. Non, qui peut dire mieux, s'il vous plaît? Allô? Oui. Oui, qui peut Vous dire m'entendez? mieux? Oui, oui, je vous entends bien, mais qui peut dire mieux? Oui, j'ai bien entendu. Qui peut dire mieux, s'il vous plaît? Qui peut dire mieux par rapport au multiplexage? Ah, professeur, j'ai pas bien compris la question. La question c'est qu'est-ce que c'est que le multiplexage? En multiplexage. Oui. Ok, le multiplexage, je peux essayer. C'est comme un modulateur de modulateur. Alors, le multiplexage, si vous voulez, c'est quoi? C'est le fait de regrouper plusieurs données dans un même canal de transmission. Et le démultiplexage, c'est quoi? C'est le fait de les répartir vers leur destination finale. Par exemple, j'utilise ma machine. Sur ma machine, j'utilise trois applications qui n'ont pas les mêmes numéros de port. Par exemple, l'application 1 utilise le port 21 comme FTP, l'application 2 utilise le port 23 comme Telnet, l'application 3, par exemple, utilise le port numéro 80 comme HTTP. Et que j'envoie un message qui quitte ma machine pour aller vers une autre machine. Chaque application est utilisée. Alors maintenant, comment donc la machine réceptrice puisse les reconnaître? Donc en envoyant donc ces données, toutes les données doivent toutes passer dans le même canal de communication. On les regroupe dans le même canal et à la réception maintenant, chaque donnée va dans l'application concernée. Les données de FTP vont aller dans l'application et les données de port 80 vont aller vers le navigateur, etc. Ça s'appelle le démultiplexage. Donc c'est ça le multiplexage et le démultiplexage, qui sont les fonctions donc aussi de la couche transport. Dans la couche transport, il y a ce qu'on appelle la segmentation. Alors, c'est quoi la segmentation? La segmentation, c'est quoi? C'est le fait de découper une information en plusieurs segments. Oui, l'effort. Non, c'est la définition que je voulais donner, quoi. C'est un processus de division. Voilà, c'est ça. Voilà. De division, voilà, d'une information en plusieurs segments. Maintenant, quand est-ce qu'il y a segmentation? La segmentation, que lorsque la taille des paquets, des informations reçues de la couche transport est supérieure à ce qu'on appelle le MTU. Alors, c'est quoi le MTU? Le MTU, c'est la quantité maximale de données qui peut traverser sur une interface. Par exemple, ma machine ne peut pas envoyer plus de 1000 octets. L'interface ne peut pas prendre plus d'octets. Donc, alors que je reçois une information de 3000 octets, donc je dois diviser les 3000 en 3000 octets. Donc, j'envoie un premier 1000 octets, deuxième 1000 octets, un troisième 1000 octets, ce qu'on appelle la segmentation. Ça, c'est la couche transport émettrice qui fait cela. Et la couche transport de la machine qui reçoit fait ce qu'on appelle le réassemblage. C'est-à-dire, la couche qui reçoit doit réunir toutes les trois les segments, en fait, c'est ça. J'espère que vous me comprenez. Alors, dans aussi toujours la couche transport, vous avez ce qu'on appelle les établissements et les terminaisons de connexion. Mais là, ça se fait avec
spécifiquement le protocole TCP. Il y a aussi les acquittements et les transmissions de paquets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le paquet n'est pas arrivé à destination, mais s'il a des informations perdues, donc le paquet doit être retransmis. Acquittement veut dire quoi? Accusé de réception. Dans quel cas? Dans le cas où le message est reçu, donc avec la couche transport, quand on utilise TCP et qu'on va voir en détail, dans ce cas de figure, toute donnée reçue doit être acquittée pour dire que j'ai reçu tel segment, tel segment est reçu. Donc moi qui ai envoyé l'information, je dois avoir chaque fois un message qui m'a confirmé qu'il a reçu ça. Il y a aussi le contrôle du flux. Hein? Alors maintenant, dans ce protocole, dans cette couche, il y a les deux protocoles que je vous ai dit. Le protocole TCP, vous avez aussi le protocole UDP. Donc TCP, c'est un protocole orienté connexion, c'est un protocole très fiable, c'est un protocole acquitté. Et TCP est conçu pour les applications avec un besoin de fiabilité ou d'acquittement. Alors, il y a aussi l'autre protocole qui est le protocole UDP. Alors, UDP, lui, c'est un protocole de transport comme TCP dans le même bouche. Mais la seule différence, c'est quoi? C'est que l'UDP n'est pas connecté. Donc, il ne demande, il n'y a pas d'acquittement, il n'y a pas de contrôle de flux, il n'y a rien. UDP envoie et puis c'est fini. Alors, le multiplexage, comme je l'expliquais tout de suite, voici un peu un schéma qui explique comment fonctionne le multiplexage. Ça, c'est les données de l'application 1, les données de l'application 2, de l'application 3, etc. Donc, toutes les données vont tous passer par le même canal. Même canal. À la réception maintenant, la machine qui reçoit donc va les dispatcher. Et ça, donc, le multiplexage et le démultiplexage. Alors, maintenant, au niveau aussi de la couche transport, il y a un type d'adressage. Ce n'est pas un adressage IP, mais plutôt c'est un adressage par numéro de port. Donc, les adresses supplémentaires de IP. Donc, ça permet donc le fonctionnement simultané de plusieurs applications, partageant la même adresse IP. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle des adresses basées sur les ports. Donc, ce sont les adresses donc, de numéro de port. Alors maintenant, les adresses de port sont bien spécifiées à l'avance. Il y a des adresses de 0 à 1023 qui sont des ports réservés. C'est-à-dire, c'est pour des applications bien connues comme FTP, par exemple, qui est le 21, Internet 23, HTTP 80, HTTPS 400, je ne sais pas combien, etc. Il y a aussi les ports de 1024 à 49151 qui sont des ports alloués à des applications commerciales. Donc, c'est bien défini pour juste des applications qui font de la commerce. Et enfin, il y a les ports 49152 jusqu'à 653 qui sont des ports libres aux utilisateurs. Aujourd'hui, tu peux créer ton application, tu veux que ton application ait un numéro de port, donc tu peux choisir un port dans ces plages-là. Alors, voilà donc notre schéma que vous pouvez après lire dans le cours. Ouais, ici il y a le port 4001 et le client est destiné au port 23. On sait que 23 c'est un port Telnet, mais 4001 on sait que c'est un port 4001 c'est pour 3 ici. 4001.
socket, ça on l'a vu. Le protocole, adresse IP, le niveau de port comme HTTP, etc. Adresse IP de la machine concernée et le niveau de port. Par exemple, on met TCP, par exemple, adresse IP de la machine, etc. Le port 80. Alors, l'identification des sockets, ça implique le canal de communication. Oui, oui, oui. Oui, professeur, oui, excusez. C'était juste pour vous rappeler s'il était possible qu'on fasse une petite pause café de quelques minutes. D'accord, d'accord. Laissez-moi juste finir cette petite partie, parce qu'on va venir là tout de suite, quoi. Ok, merci. Voilà, je t'en- Alors, Vincent, maintenant, excuse-moi, hein. non, pas, c'est bon, c'est bon. Non, je Donc, m'adresse à Vincent parce que lui, il est prêt à faire 3 heures sans repos. c'est une machine, quoi. Oui, en plus, il est Non, très il n'y a jeune. pas de souci. Ok. Vincent, non, Vincent, il faut faire une pause, hein, de prendre du café. Vincent n'a pas Ok, besoin il de n'y a pas de café. souci. Mais moi, Il n'y a pas de souci. je suis quand même déjà un peu fatigué. Mais bon, C'est bon, ouais. Alors, maintenant, merci. voilà, donc les adresses IP déterminent la machine, alors que le niveau de port détermine le processus. Donc, les adresses IP sont attribuées aux machines, alors que les numéros de port sont attribués aux applications, aux processus. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, une application comme, par exemple, je sais pas, WhatsApp a un numéro de port très bien particulier. D'accord? Contrairement à la machine qui héberge l'application WhatsApp. Un navigateur, l'application navigateur utilise HTTP à un niveau de port, contrairement à la machine qui utilise un navigateur qui va avoir une adresse IP. Donc voilà, si vous voulez, un petit peu le fonctionnement des ports et des adresses IP. Donc les niveaux de port sont destinés aux applications, les adresses IP sont destinés aux machines. Et les niveaux de port sont manipulés à la couche transport, contrairement aux adresses IP manipulées à la couche réseau, que nous allons bien sûr voir après. Il y a aussi ce qu'on appelle les API, c'est-à-dire des applications programmées qu'on appelle des sockets calling. Les API, je pense que vous les connaissez peut-être. C'est des ensembles donc, de fonctions qui permettent le traitement des communications à travers des sockets. Première version proposée dans Unix, c'est BSD-K2, etc. Bon, je pense que vous pouvez prendre la pause de 5 minutes comme ça, 5 à 10 minutes maximum, puis on revient. Allez, en UDP. Merci, professeur. Oui, oui. Oui, professeur, oui, excusez. C'était juste pour vous rappeler s'il était possible qu'on fasse une petite pause café de quelques minutes. D'accord, d'accord. Laissez-moi juste finir cette petite partie, parce qu'on va venir là tout de suite, quoi. Ok, merci. Voilà. Vincent, excuse-moi. Non, pas c'est bon, c'est bon. Non, je m'adresse à Vincent parce que lui, lui, il est prêt à faire 3 heures sans repos. Imagine quoi. Oui, en plus, il est très jeune. Ok. Non, Vincent, faut pas une pause, hein, de prendre le café. Vincent n'a pas besoin de café. Mais moi, je suis quand même déjà un peu fatigué. Mais bon. Alors, maintenant, voilà, Merci. voilà donc les adresses IP déterminent la machine alors que le niveau de port. Bonjour, Rabbi, c'est comment? Je suis indépendant, je suis indépendant, d'un mois l'autre, ça va, c'est pas encore sûr, c'est pas encore indép. Mais si tu dis que ta roue là de kilomètre 18, elle est forte. Je suis connecté à partir de 20h ou peut-être, je ne sais pas. Mais une heure de temps après, elle m'écrit. La fille là fouille, je parle de la mère de mon bobo. J'étais connecté à 19h, 20h comme ça. Je pensais que j'étais eu WhatsApp. Quand le gars est venu avec le téléphone, il m'a dit que bon, tu peux utiliser d'abord WhatsApp. Ça m'a pas été sûr. J'ai pas vu une heure de temps. Elle m'a dit bonsoir Richard. Ouais, j'ai pas répondu jusqu'à présent. Mais en même temps, c'est comme si
à manipuler l'argent, appuyer sur son nom. Parce que je vois plus la bande verte, le rond vert là, qui s'affiche devant ton nom quand tu as un message, tu n'as pas encore lu. Là, c'est la fouille où moi je vais plus une fois. Moi je vais plus une fois. Dieu merci pour que le gars là va l'examen, mettre l'eau. Quand j'arrête l'eau, j'arrête la religion. C'est comme ça dans la situation maintenant. Bonjour Abbé, Obolache. J'ai demandé une pause de 5 minutes au professeur. Mais sans connaître le nom, j'ai pas l'âge de 25 ans, 30 ans, il faut faire le cours. Je vais faire un petit café et je vais reprendre le cours 5 pour les 2 heures. Bon, mais moi je peux plus faire 2 heures d'affilée. Même, je suis un professionnel. Sinon, si tu pouvais au moins me passer le cours comme ça fait qu'on casse le lien avec Jackie. Tu me passes le cours si possible, lui adresse le formulaire de 10 mois. Comprendre, je ne sais pas si c'est possible. Et après, je passerai par toi pour lui envoyer petit quelque chose dès que le temps me le permet. Voilà. Et le cas, je t'ai déjà dit que nous man a un job à la boue. Un job à la boue, il y a petit pays de ballon là. Il est très très dangereux. Donc, il y a un wamba. Et je vais te donner une réponse adéquate pour elle. Cette réponse est intransigeante. Tu vas lire, tu vas l'adapter si tu veux, mais il ne faut pas faire moins que ça. Parce que tu vas voir qu'il y a une réponse. On est indigné, moins tout. Voilà. Et je vais profiter pour ça pour t'appuyer. À tout à l'heure et bonne journée. On me met à courir. On aura beaucoup plus de temps. Parce que je suis rentré un peu fatigué quand même. Oui, là, ça t'a levé pour 25 ans. On a fait tant qu'il y a voilà, comme il a son lit catapult. Comment? Pour quelques 3 ou 4 jours. Parce qu'on dit très fatigué. Merci. À tout à l'heure.
revoir.